Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc c'est l'un des événements importants du collectif Reconstruire. Donc on s'est constitué à partir de 2019-2020. On a fait un premier événement en 2021 à la salle des fêtes où on invitait les candidats à l'élection présidentielle à présenter leurs projets industriels, à s'engager face à la population. Le collectif Reconstruire, c'est quoi? C'est assez particulier, ce sont des ex-salariés de grands groupes industriels français, Alcatel, Alstom, Technip. Ce sont aussi des lanceurs d'alerte, ce sont des chercheurs, des experts en intelligence artificielle. Je crois que c'est le sujet, l'intelligence, pas artificielle, l'intelligence économique. Économique, excusez-moi. Et puis ce sont aussi des chercheurs, des avocats, des juristes qui viennent d'horizons très différents, mais qui ont tous un seul objectif, mettre l'industrie au cœur du sujet, du débat au niveau français, au niveau d'élection présidentielle. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est une industrie souveraine et responsable. Alors souveraine, on n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, ce qui était à l'époque, donc du coup, l'entreprise souveraine, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas dire. Maintenant, tout le monde l'emploie, même si le discours a changé et dans les actes, on est encore très loin d'avoir une entreprise made in France, du patriotisme économique, industriel, on est encore très loin, mais au moins l'état d'esprit a changé. Alors par contre, sur la partie responsable, là, je vous avouerai que depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'on a un retour de peut-être plusieurs siècles. Quand M. Arnaud nous parle d'un optimisme, d'une vision optimiste, l'élection de M. Trump, ouais, là, effectivement, on a un petit souci. Et sur la partie responsable, on pense que là, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles parce qu'on est en guerre économique depuis des siècles. On l'était déjà sous Obama et sous Biden. On l'a toujours été. Les Français, les Européens étaient extrêmement naïfs. On a le droit extraterritorial américain. Maintenant, ce nouveau chamboulement, cette attaque frontale de Trump et sa vision de il n'y a plus de règles, c'est le plus fort qui gagne au détriment du plus faible. Ben là, on a deux solutions, hein. Soit on se fait écraser, soit on se réveille. Et donc, l'un des objectifs aussi aujourd'hui, c'est réveillons-nous, réveillons-nous, agitons le tissu économique, politique, parce que c'est maintenant ou jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait au collectif Reconstruire? On organise des événements comme ceci. Donc, on en a fait plusieurs à Belfort sur la partie énergie, à une époque où l'énergie détruisait beaucoup d'emplois dans notre région. Aujourd'hui, on voit que c'est l'automobile qui est dans l'œil du cyclone. Et ça fait 10 ans qu'on nous dit, vous inquiétez pas, il y a l'hydrogène. Donc, on va créer des centaines d'emplois, etc. Oui, nous, on n'y croyait pas. Enfin, on ne pensait pas que ça allait pouvoir se faire si rapidement. Maintenant qu'on a investi dans beaucoup de maillons de la chaîne, il faut aller plus loin, il faut identifier les leviers parce que c'est un levier, parce que l'hydrogène, c'est juste peut-être une question de survie en fait, dans le Nord-Franche-Comté. Peut-être une question de survie. Et en plus, l'hydrogène, la décarbonation de la mobilité, on n'a pas le choix. Je veux dire, on sait que demain, la planète est en train de cramer. Trump veut accélérer. Bon, ça, tout le monde ne va pas s'aligner avec Trump parce qu'eux ont peut-être les moyens d'aller vivre sur Mars, mais pas nous. Donc, décarboner la mobilité, c'est essentiel. L'électrique a pris un pas, mais je pense que l'hydrogène a vraiment sa carte à jouer. Et c'est important donc du coup qu'on y ait un soutien, qu'on ne passe pas d'un effet de mode pendant 10 ans, on fera de l'hydrogène, puis après on fera de l'IA, puis après on fera je ne sais quoi. Aujourd'hui, il faut consolider les bases, il faut consolider la filière, il faut identifier les maillons les plus faibles. De mon point de vue, c'est la production. L'hydrogène, ça n'a de sens que si elle est décarbonée, sinon autant continuer à brûler de l'essence et du gasoil. Donc, comment on fait une énergie hydrogène décarbonée et peu chère? Un indice. Combien de térawattheures d'énergie nucléaire on a revendu aux pays limitrophes? Je pense qu'une énergie, une hydrogène nucléaire
rose, décarboné et peu cher, c'est déjà un levier pour pouvoir accélérer et construire un marché, parce qu'un marché, ça se construit que s'il y a une équation économique. Bref, aujourd'hui, il y aura donc 2 tables rondes sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait d'autre au collectif Reconstruire? On a un projet assez ambitieux, c'est un projet de création d'un fonds à impact salarial Made in France. Nous avons constitué en fait un cahier des charges, et nous sommes en discussion très avancée avec des acteurs majeurs en fait, de la banque, pour pouvoir en fait proposer aux salariés de pouvoir investir dans les entreprises françaises qui créent des emplois en France. 3 critères: création d'emplois, création de valeur ajoutée sur le territoire et paiement de l'impôt. Parce que si on continue à ce que les multinationales, que vous connaissez tous, hein, Amazon, Tesla, Google, Microsoft, etc., ils ne payent pas d'impôts. Hein. Vous payez les impôts qu'eux, ils ne payent pas. Donc si on n'a pas d'impôts, on ne pourra pas financer, parce que tout ça, ça vaut de l'argent. Je veux dire, la Silicon Valley aux États-Unis, c'est des milliards et des milliards de l'État fédéral américain qui a déversé. Ce n'est pas des gens qui ont créé Microsoft dans leur garage sans aucun moyen. Ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte. L'histoire, c'est qu'il faut des moyens. Donc aujourd'hui, on est là pour identifier sur la filière hydrogène où sont les lacunes, de se regarder dans les yeux. Il y en a marre de se dire tout va bien, on va créer des centaines d'emplois. Ça, c'est fini, ça. Maintenant, on y va. Sur quel sujet on travaille et comment on crée l'emploi. Merci et passez une bonne après-midi. Merci Philippe. Il a été court, je vous assure. Je vous invite à commencer cet après-midi. Un petit mot introductif, juste pour vous rappeler 2-3 éléments quand même sur la filière automobile d'une part et sur la filière hydrogène d'autre part. 2 filières qui finalement, quand on les regarde en ce moment, c'est un peu la déprime. Quand j'ai préparé mon introduction hier soir, je suis allé me coucher après. Entre 2008 et 2019, la filière automobile a perdu 28% de ses emplois. Ça représentait à peu près 76 500 emplois. C'était avant la crise sanitaire. Sur le temps plus court, justement, la crise du Covid-19 a laissé entrevoir une volonté de réindustrialisation, de maîtrise de sa souveraineté. La guerre en Ukraine est revenue mettre un petit peu de pièces dans cette pensée, plutôt positive. Mais ces derniers mois, les PSE se multiplient dans la filière automobile. On a beaucoup parlé de Michelin. Localement, on peut parler de F2J. Il y a eu une grève hier à Dell chez Eurocast, un fondeur. On peut parler aussi de Dumoret. Structurellement, on observe dans la filière automobile, depuis une dizaine d'années, une baisse des volumes. Donc vous avez plusieurs éléments structurels, conjoncturels, qui font que la filière ne va pas très bien. On peut se questionner même si la filière ne va pas disparaître en France, voire en Europe, quand on voit la dynamique qu'on peut observer notamment en Asie. Ça, c'était la bonne nouvelle de mon introduction. Non, je rigole. L'hydrogène, lui, est dans le dur. Le marché peine à se lancer. L'engouement post-Covid s'estompe et les échos de réorientation stratégique de l'État n'augurent rien de bon. Est-ce à dire que l'hydrogène est mort-né? La réponse semble en fait un petit peu plus compliquée que cela. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué. En général, aujourd'hui, quand on parle de l'hydrogène, on parle de mobilité et tout ça, et on s'inquiète parce que les usines sont sorties de terre, mais la production n'existe pas. L'hydrogène, ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, l'hydrogène, on en produit 90 millions de tonnes par an. 90% de cet hydrogène est carboné. Donc, de toute manière, on a besoin d'hydrogène décarboné. Donc en fait, c'est à ça qu'on doit répondre et je pense qu'aujourd'hui, vos interlocuteurs vont vous donner des pistes autour de ça. Et la mobilité, semble-t-il, y a toute sa place. Il faudra voir comment. Pour discuter de ces 3 dossiers, vous allez avoir 3 temps. Je vous rassure, à chaque fois, 45 minutes de présentation. Vos questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, puis 15 minutes de pause. Il ne faudra pas quand même se faire mal trop à l'esprit. D'abord, une conférence. J'invite Quentin Viau du cabinet d'expertise CECAFI me rejoindre, parce que c'est lui qui va vous le faire. Il va vous faire un état des lieux de la filière automobile avec l'hydrogène. Combien de véhicules vendus par an? Quelles sont les technologies? Qu'est-ce qu'on produit? Plutôt voiture légère, plutôt véhicule utilitaire, plutôt poids lourd? Il vous fait un topo là-dessus. Suivra une première table ronde autour des risques et des opportunités de la filière automobile, de manière générale. Et on terminera par une deuxième table ronde sur la filière hydrogène
et on se questionnera à savoir si c'est une filière d'avenir. Je vous l'ai presque dit, quand on produit 90 millions de tonnes d'hydrogène par an, c'est une filière d'avenir. La vraie question, c'est de savoir comment elle va se construire, cette filière d'avenir, et comment on la lance aussi. Je pense que beaucoup d'entreprises se posent cette question, notamment en France, que dans certains coins du monde aujourd'hui, la filière est dynamique. Donc pourquoi pas chez nous? Quentin, je t'invite à mettre en ligne ton PowerPoint, c'est bien ça? Ah ben attends, je crois que j'ai un petit truc qui pourrait répondre à ta question. J'ai une petite télécommande qui ne fonctionne pas. Attends. Non. Non, ça ne marche pas non plus. Non, mais ce que je fais, je vais le faire pour toi. Je vais me mettre derrière moi. Regarde, je me mets derrière. Je vais te donner le micro. Et puis comme ça, tu pourras faire une présentation et tu me dis appuie, appuie. Bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. Donc effectivement, je m'appelle Quentin Viau du cabinet d'expertise Secafi. Pour vous donner un petit état des lieux, donc ça fait 3 ans que je fais de la recherche, de la veille sectorielle en fait, chez Secafi sur le domaine de l'hydrogène plus particulièrement. Donc soit en faisant de l'état des lieux vis-à-vis de tout ce qui est articles, etc., toute la presse qui peut être publiée, mais en participant aussi à des conférences ou à différentes visites de sites. Et donc là, l'idée effectivement de la présentation, ça va se faire un petit état des lieux, un petit récap de ce qui se passe actuellement sur la filière hydrogène. Et puis effectivement, comme le disait Thibaut, donc si vous avez des questions à me poser tout au long de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun souci pour qu'on puisse échanger. Ce sera même plus vivant et plus intéressant, que ce soit pour vous comme pour moi. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Un petit aparté donc, pour remercier quand même le collectif Reconstruire et la CFE-CGC pour l'invitation. Donc, je vous remercie pour votre confiance. Donc, tu es prêt, tu es déjà arrivé au sommaire même. Donc, au niveau du sommaire, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc, ça va être en 3 parties. La première partie va être un état des lieux sur l'hydrogène en France, axé sur la mobilité, même s'il y a d'autres enjeux que la mobilité, mais en tout cas aujourd'hui le sujet c'est la mobilité, donc on va en parler. La mobilité, on ne peut pas en parler en parlant uniquement que de l'usage automobile ou dans les camions, il faut parler effectivement de toute la chaîne de valeur. C'est pour ça qu'on fera un état des lieux sur toute la partie production, distribution et les différents usages de la mobilité. Sur la deuxième partie, on parlera des perspectives de l'hydrogène et l'accompagnement qui y est fait. Et sur une dernière partie, on va parler de tout ce qui se passe dans l'hydrogène dans le monde. Et ensuite, on conclura avec différentes perspectives et un peu notre regard vis-à-vis de la situation. Donc, si tu peux passer effectivement, même encore après. Donc si on commence avec la production. Donc déjà, un petit rappel, donc l'idée, c'est pas de vous faire un cours sur l'hydrogène, mais quand même, quand on parle d'hydrogène, effectivement, il faut parler de l'hydrogène qui soit carboné ou décarboné. Aujourd'hui, donc, on appelle ça un arc-en-ciel de couleurs pour la production d'hydrogène, donc qui va de l'hydrogène noir tout en bas jusqu'à l'hydrogène vert aujourd'hui. Donc, faut plus trop parler de couleurs normalement, mais ça permet quand même de bien identifier quand même la provenance de l'hydrogène, avec aussi une notion de coût de production. Donc attention, je parle de coût de production et pas de coût à l'usage, ce qui est quand même 2 choses complètement différentes. Aujourd'hui, on est majoritairement, donc moi j'avais les données effectivement à 2020, on était sur 75 millions de tonnes de production dans le monde. Plus de 96% étaient produits en hydrogène gris, donc de l'hydrogène carboné, et seulement 4% via de l'électrolyse. Et donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer ce ratio pour que l'électrolyse, en tout cas, soit de plus en plus importante, que ce soit fait via de l'éolien ou du solaire, ou normalement, c'est aujourd'hui, il me semble que ça va être voté, et que l'hydrogène produit via les centrales nucléaires sera également considéré comme de l'hydrogène bas carbone. Pardon ? Éligible, oui, effectivement. On parle aussi depuis quelques temps de l'hydrogène natif, donc l'hydrogène blanc qu'on peut trouver dans les sous-sols sur différents territoires. Et notamment, moi j'ai participé à une conférence à Fochwiller en Moselle, où on a découvert un gisement plutôt intéressant de l'hydrogène. Alors c'est effectivement intéressant d'en parler, mais il faut quand même prendre en compte certains aspects. Puisqu'à date, l'hydrogène natif, on considère qu'il n'est pas exploitable de manière industrielle. C'est-à-dire qu'à la différence de l'exploitation de
pétrolier, il n'y a pas une quantité suffisante d'hydrogène dans le sol, même si la quantité peut paraître importante. On pourrait extraire l'hydrogène de manière trop rapide, et donc en termes de rentabilité sur l'investissement, il y a une question à ce sujet. Et l'extraction, de toute façon, aujourd'hui est relativement complexe et on est encore en train d'étudier les procédés. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est la pureté de l'hydrogène, qui n'est pas forcément à 100% pure quand on l'extrait et qui pourrait dégrader la pile à combustible si on l'utilise telle qu'elle dans un moteur. Donc ça, c'est un deuxième facteur qui peut poser problème. Et aujourd'hui, on en est à une situation où en fait, les permis accordés sont des permis simplement d'exploration et pas d'exploitation. Donc aujourd'hui, on sait estimer la quantité d'hydrogène présent dans le sol, mais on n'a pas le droit pour autant de l'exploiter. Donc c'est pour ça qu'on va assez peu parler finalement d'hydrogène blanc, enfin d'hydrogène natif, là dans la présentation, parce que ce n'est pas l'axe en tout cas qui est privilégié aujourd'hui. Ça peut être un facteur de développement de l'hydrogène, effectivement, si on arrive à l'extraire correctement. C'est un gisement qui peut être tout à fait intéressant et qui pourrait pallier à certains manquements de l'électrolyse. Donc, au niveau de la production d'hydrogène en France, donc sur les données qu'il y avait en 2020, qui ont un petit peu augmenté depuis, on était sur une consommation totale d'à peu près 900 000 tonnes en 2020, à 95% carboné. Donc c'était une notion quand même assez importante. Le projet, l'objectif du plan hydrogène France 2030, c'était d'augmenter la capacité d'électrolyse à 6,5 gigawatts. Pour avoir en fait une production totale d'1 400 000 tonnes à peu près et 50% de cette production qui serait décarbonée. Et si tu peux appuyer, je crois qu'il y a... Ouais. Aujourd'hui, à fin 2024, donc, au niveau des capacités installées en termes d'électrolyse, on est à 0,03 gigawatts de capacités qui sont réellement installées. On a 0,3 gigawatts qui sont en cours de production et 4,45 gigawatts qui sont des projets qui sont annoncés d'ici 2030 mais qui ne sont pas encore aboutis. Donc on est déjà, on le voit, on est déjà en retard finalement sur l'ambition initiale de monter à 6,5 gigawatts. Là on est à peu près à 4,7 en projet, même pas lancé encore aujourd'hui. Donc il y a quand même un retard et ça peut compromettre effectivement l'objectif initial qui avait été lancé. Il faut que tu appuies une deuxième fois. Au niveau... Oui, je te fais des feintes, oui. C'est la seule, je te promets. Au niveau de la production d'hydrogène vert, donc il y avait une stratégie initiale avec le plan France 2030, avec un découpage dans différentes régions de la future production et une stratégie pour exporter finalement aussi cet hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on va le retrouver sur des zones frontalières. C'est une stratégie qui est un peu remise en cause aujourd'hui, déjà parce que les capacités ne sont pas présentes, mais en plus parce que des pays comme l'Allemagne, qui sont frontaliers avec nous, ont une stratégie plutôt d'aller vers le Maghreb pour importer de l'hydrogène et de ne pas forcément passer par la France pour cette importation. Tu peux passer, s'il te plaît. Au niveau de la distribution, donc là, c'est une des problématiques aujourd'hui par rapport à l'usage dans la mobilité, c'est qu'il y a une disparité qui est quand même relativement forte sur le maillage territorial et aussi une problématique de dualité de la technologie. Donc savoir quelle technologie on va privilégier pour installer les stations de recharge. En 2003, on avait à peu près 69 stations de hydrogène qui étaient ouvertes. Il me semble qu'on est monté à un peu plus de 80 en 2024. Mais bon, vous voyez que la répartition est quand même pas très homogène. Et avec deux types de pression, donc 350 bars et 700 bars. Et en projet à moyen terme, on avait à peu près 128 stations qui étaient en cours, en tout cas sur l'année 2024. Si on se réfère à ce qui se passe dans le monde, on est aujourd'hui en 2024, on est à 1160 stations dans le monde. En Chine, il y en a 384. En Europe, il y en a 294. Donc là, ça comprend tous les pays européens, dont la France. En Corée du Sud, 198 et au Japon, 161. Donc on voit qu'il y a déjà une première problématique. Ça va être effectivement tout ce maillage qui n'est pas assez suffisant, en tout cas pour développer l'usage dans la mobilité ou en tout cas pour donner l'envie de développer cet usage. Si on parle de l'usage dans la mobilité, donc là on vous a fait un récap des différents types de véhicules qui peuvent fonctionner à l'hydrogène.
À l'époque, on avait même mis une petite explication par rapport à chaque véhicule sur la pression, etc., qui avait été décidée sur le type de motorisation, puisqu'on a le Namix, par exemple, qui marche en combustion interne, qui est un des seuls véhicules, il me semble, en VP, qui veut fonctionner en combustion interne, tandis que les autres sont en pile à combustible. Et la notion de prix aussi, qui est quand même vachement importante sur les véhicules. Donc là, si on se concentre sur les VP, le développement aujourd'hui il a été freiné par, comme je le disais, le faible nombre de stations de recharge. En France, en 2024, on comptait 1600 véhicules, dont à peu près 1000 taxis, et notamment sur Paris. Et on a 529 VP qui ont été immatriculés en 2024, à prendre avec des pincettes, puisque en 2024, il y avait les JO. Toyota étant partenaire des JO, il y avait à peu près 500 véhicules qui avaient été mis sur le marché, en tout cas par rapport à ce contexte-là. Donc ce n'est pas des vraies ventes, en tout cas, de personnes qui ont décidé de passer sur l'hydrogène. Et la Toyota Mirai, qui fait partie des deux modèles historiques sur l'hydrogène, les dernières données qu'on avait, c'était en 2024, sur 11 mois, il y avait 1702 véhicules dans le monde qui avaient été vendus. Donc, ce qui est quand même assez faible pour le moment comme démarrage. Ensuite, si on parle des véhicules utilitaires légers, donc il y a déjà moins de ventes en Europe. Là, on vous avait mis à chaque fois des graphiques sur des potentiels de production et de production sur le long terme. Donc, en 2024, sur les VUL, en France, on avait à peu près 124 immatriculations sur l'année. Les différents modèles qui sont les plus connus, donc ça va être Citroën, Opel, Peugeot et le Renault Master. Là où il y a un questionnement aujourd'hui, c'est que Ivia a été placé en liquidation judiciaire récemment. Dans le graphique, dans les perspectives qu'on avait entrevues sur la production de VUL à hydrogène, le Renault Master était quand même assez conséquent. On le voit, c'est la partie bleue du graphique qui devait monter le plus sur les années 2030-2031. Ça, il faudra directement aux statistiques. Peut-être une spécification. Ouais, c'est une bonne question. Ça doit être la date auquel ont été définis les prix. En fait, initialement, c'était fabriqué hors ligne. Et ensuite, maintenant, il y a une introduction progressive du processus industriel qui fait que les prix vont chuter. Tu parles du passage des véhicules d'Allemagne pour Stellantis à celle de Orléans dans le Nord. Voilà. Et donc, du coup, en fait, le Peugeot Expert devrait Aujourd'hui, il est ouvert. Le Citroën Jumpy, Je pense que c'est une différence de date pour Oui, c'est possible. Ceci étant dit, ça permet de voir aussi l'importance de l'industrie. Oui. Et encore, si on peut gagner encore plus, ce serait plus intéressant pour développer la filière, effectivement. Enfin, si on pourrait baisser les prix. Non, mais merci, c'est une bonne question. Ensuite, sur les véhicules lourds, donc avec des axes de développement intéressants sur le véhicule lourd, puisqu'on pouvait l'envisager sur le dernier kilomètre, comme les véhicules utilitaires d'ailleurs, ce qui permettait de développer la filière, même si le maillage territorial était relativement faible en termes de stations de recharge. En 2024, il y a eu 5 poids lourds et 7 bennes à ordures qui ont été vendus en France. Et donc là aussi des questionnements vis-à-vis des différents constructeurs, puisque vous avez Ison qui a été placé en liquidation judiciaire, Nikola dernièrement qui est aux États-Unis, qui a demandé également à être placé en liquidation judiciaire pour des problèmes de trésorerie. Et donc aujourd'hui il reste Iveco qui développe effectivement sur le marché et Mercedes qui cherche encore à développer son camion. Et où il y a des projets européens de mémoire qui sont en train de se lancer pour faire des tests à grande échelle, en Allemagne notamment, sur des livraisons entre différents sites de chez Mercedes avec des camions à hydrogène. Au niveau des bus, donc là on est sur des ventes un peu plus faibles, forcément en Europe. Un questionnement à nouveau avec Safra qui est également placé en redressement judiciaire depuis peu. La filière des bus, c'est à peu près celle qui se vend le mieux finalement dernièrement sur la partie hydrogène, puisque les agglomérations ont tendance à accompagner la filière hydrogène. Je pense notamment à Belfort qui a des bus qui fonctionnent à hydrogène, qui ont malheureusement brûlé il y a quelques temps. Mais ils ont acheté des Solaris là. D'accord.
Et donc voilà, sur la filière bus, donc, qui est mine de rien une niche, puisqu'il y a quand même assez peu de ventes sur l'année, c'est un des fleurons aujourd'hui, en tout cas sur l'hydrogène, un des développements qu'il y a sur l'hydrogène, puisqu'il y a un accompagnement public en ce sens. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'au final, sur les différents usages qu'on a définis et sur les prévisions de marché qu'on pouvait entrevoir avec les données SNP et les différentes ventes de véhicules qu'il y avait chaque année, on voit que la filière automobile, en tout cas, a comme débouché à peu près 248 000 véhicules sur l'Europe, ce qui présente finalement un marché de niche, mais qui est uniquement des prévisions vis-à-vis de l'état actuel du marché, qui pourrait potentiellement augmenter par la suite. Au niveau de l'usage dans la mobilité, on parle beaucoup effectivement de tout ce qui est roulant sur les routes, mais on ne parle pas qu'il y a également d'autres développements qui se font, notamment sur le train. Donc il y a 3 acteurs majeurs sur la partie du train. Donc on a Alstom, CAF et Siemens qui développent cette filière hydrogène sur la partie transport ferroviaire. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant sur certaines lignes. C'est une étude de l'ADEME qui a été réalisée en ce sens pour estimer le nombre de lignes ferroviaires qui seraient intéressantes à passer en hydrogène en France dans les années à venir. C'est des lignes qui aujourd'hui ne sont pas ou peu électrifiées, et donc ça pourrait être un des sujets. Ils ont identifié 34 lignes ferroviaires qui pourraient passer à l'hydrogène pour un besoin de 200 à 250 trains. Par contre, il y a un coût d'investissement assez important de 3,4 milliards d'euros pour tout mettre en place, et ce qui est un peu le frein aujourd'hui au vu du peu de passages, en tout cas des lignes peu passantes que ça concerne. Sur les autres modes de transport, donc on a la partie aviation avec Airbus qui a essayé de déclencher donc un moteur à hydrogène qui était censé sortir en 2026, mais là pour le moment le projet a été mis en pause. Airbus a argué que le développement de la filière n'était pas assez suffisant pour s'intéresser en tout cas à produire en masse ce moteur. Donc pour le moment, le projet est un petit peu mis en pause. Vous avez aussi toute la partie cargo, et notamment sur le transport à l'intérieur même des ports, donc sur le dernier kilomètre en quelque sorte des bateaux, pour dépolluer l'arrivée en port, donc avec des bateaux qui fonctionneraient avec 2 moteurs, un moteur thermique en haute mer et un moteur hydrogène pour l'arrivée dans les ports, pour éviter la pollution. Et après, on a tout ce qui est hors route. Donc ça peut aller du chariot élévateur qu'on peut avoir dans les usines jusqu'au transport minier, donc les gros camions miniers, où là, aujourd'hui, on cherche des solutions effectivement pour décarboner, en sachant que c'est des milieux très hostiles et l'hydrogène pourrait être intéressant dans ce sens, puisqu'il y a moins de problématiques vis-à-vis du système autour, de la poussière, du soleil, la chaleur, etc. L'hydrogène pourrait mieux supporter cette problématique. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, une étude qui a été réalisée donc, au niveau de France Hydrogène donc, par le cabinet BDO, qui présente sur 2023 l'impact de l'hydrogène sur l'économie française. Donc, il y a 2 périmètres. Le premier, c'est le périmètre France au global, qui tient compte de toutes les activités indirectes et induites de l'activité hydrogène. Et le deuxième en dessous, qui va prendre en compte uniquement les activités liées à l'hydrogène. Donc sur l'activité liée à l'hydrogène directement, on est sur un chiffre d'affaires total de 750 millions d'euros en 2023, avec 3 axes, donc la production, le stockage, transport et l'usage, en sachant que dans l'usage, on va inclure également toute la partie station de ravitaillement. Donc on voit que c'est une filière qui commence à se développer, mais qui pour le moment n'a pas un chiffre d'affaires très important. Mais dans les perspectives, en tout cas, de cette étude qu'on va voir juste après, l'ambition, en tout cas, d'ici 2035, c'est que ça progresse de manière assez exponentielle. Je vois que tout le monde a l'air hyper intéressé. Ça va, j'ai perdu personne sur le sujet. Vous n'avez pas de questions particulières ou... Non ? Ok, alors on continue. Au niveau des perspectives, donc si on reprend le périmètre France qu'on avait vu sur 2023, donc on était sur un total de 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une valeur brute, un PIB brut dégagé de 960 millions et à peu près 16 400 ETP. Dans les prévisions 2035 de cette étude, donc qui fait une extrapolation des données qui sont
tenue aujourd'hui par les différentes entreprises du secteur. On envisage que la production atteindrait un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Le stockage serait 1,9 milliard d'euros et l'usage serait le plus important en termes de progression, avec 22,1 milliards d'euros, et notamment par l'usage de la mobilité qui apporterait une grande partie de l'activité. Dans ces prévisions, il est estimé que la filière contribuerait à peu près 36 milliards d'euros au compte public, donc tout ce qui est impôts, cotisations, et ça permettrait un retour sur investissement, en tout cas par rapport à ce qui était prévu initialement, de 4 euros pour 1 euro versé par l'État. On parle d'investissement de l'État. Tu peux passer, s'il te plaît. On parle d'investissement de l'État parce qu'effectivement, il y avait des plans France 2030, une stratégie France 2030 qui avait été enclenchée avec plusieurs paliers. On était à peu près, il me semble, sur 9 milliards d'euros à peu près engagés sur ce plan-là. Alors c'est une stratégie aujourd'hui qui pose question, effectivement, comme on l'évoquait, puisqu'elle aurait dû être révisée à l'été 2024. Comme vous le savez, on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui a du coup arrêté ce projet-là. Depuis, on a eu un peu de mal à retrouver, on va dire, une certaine stabilité politique. Et donc pour le moment, la stratégie hydrogène n'est toujours pas révisée, n'a toujours pas été republiée. Les derniers échos font état effectivement d'une enveloppe qui serait réduite pour pouvoir attribuer un peu plus d'argent sur l'intelligence artificielle, qui est le nouveau cheval de bataille de notre gouvernement. Et en plus, l'enveloppe qui resterait allouée serait orientée principalement vers l'industrie polluante et plus vers la mobilité. Donc c'est aussi un questionnement aujourd'hui. En tout cas, ça c'est des échos, ça n'a pas été publié officiellement. Donc c'est à voir avec ce qui sera réellement enclenché par la suite. Quand on parle d'accompagnement, on parle aussi des PIEC, donc des projets importants d'intérêt européen commun. J'arrive jamais à m'en souvenir complètement. Donc là, on a une stratégie sur les différents pays européens qui a été développée, qui représente sur les 4 PIEC à peu près 19 milliards d'euros de subventions publiques. Alors à prendre avec des pincettes, puisque ce ne sont pas des subventions de l'Europe pour ces différents projets. C'est une autorisation de l'Europe pour que les différents gouvernements financent directement des entreprises sans que ce soit considéré comme de la concurrence déloyale. Donc ça équivaut, comme on parlait de France 2030 qui était remise en question, tout ce qui a été présenté comme projet français ici est remis en question également sur le plan financier. Donc c'est quand même des questions. Au niveau des montants, on peut considérer qu'ils sont effectivement assez importants, puisqu'on parle de 19 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. C'est quand même à mettre en perspective avec les autres domaines d'activité qui ont connu des PIEC, et notamment le PIEC de la batterie, puisque sur le tableau, alors vous verrez peut-être pas très bien parce qu'il est assez petit, sur le tableau en bas à gauche, en fait, vous allez avoir les batteries qui sont considérées sur le PIEC à un financement de 3,2 milliards d'euros, donc inférieur à ce qui est donné pour l'hydrogène, mais pour autant, ça concerne que 17 entreprises. Alors que pour un autre PIEC de l'hydrogène, on est sur 5,4 milliards d'euros pour 41 entreprises. Donc déjà, on a dilué les fonds sur un nombre plus important d'entreprises et ça remet en question. Et le deuxième aspect de ces PIEC, c'est qu'ils sont coordonnés aussi avec un espoir d'investissement privé. Et là, c'est ce qu'on va voir par la suite, puisque c'est aujourd'hui une des problématiques qu'on peut avoir sur le développement de l'hydrogène. Des questions en entendant que notre conférencier serait là? On est tous très concentrés. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, vous aussi, je vous ai perdu. C'est très clair. Merci. Donc au niveau des problématiques qu'on a identifiées aujourd'hui sur l'hydrogène, c'est que pour développer l'écosystème hydrogène, donc pas uniquement la mobilité, mais vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur, on va prendre en compte déjà deux leviers très importants. D'une part, ça va être les subventions publiques, et d'autre part, effectivement, c'est l'investissement des privés, enfin en tout cas des entreprises dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un écosystème hydrogène qui est freiné. Sur 2025, d'une part, au niveau des subventions publiques, on a un besoin de réaliser des économies. Et deuxième point, c'est qu'en plus, c'est dépendant à la politique actuelle. Et donc, effectivement, si on réoriente les fonds
Les subventions publiques ne sont plus présentes pour accompagner le développement de l'écosystème. Et le deuxième point, c'est au niveau des investisseurs privés. Les mauvais résultats de l'industrie en 2024 n'aident pas les investisseurs à projeter sur l'avenir. Ils ont plutôt tendance à geler aujourd'hui les investissements, à les mettre en pause. On a également un effet de hausse des taux d'intérêt qui est un facteur assez important. Le coût de l'argent aujourd'hui est un peu trop important pour lancer des projets à très grande échelle comme ça. Ça peut être un des freins également qu'on rencontre. Et le troisième point, ça va être l'inflation, puisque entre le moment où on a initié les projets, notamment ceux dont on pouvait parler en 2020, et aujourd'hui, en 2024-2025, si on les lance, le coût de production du projet, il n'est pas du tout le même. Je ne dis pas qu'il a fait x2, mais en tout cas, les investissements ne sont pas les mêmes, et ça pose question, notamment avec le biais du coût de l'argent en face. Ce qu'on peut identifier aussi sur l'écosystème aujourd'hui, et ça c'est un des vrais facteurs qui pour nous est en train de freiner le développement de la filière hydrogène, c'est que la demande elle est en train de s'effriter. Et la demande elle s'effrite pour deux raisons. D'une part, on va avoir un effet boule de neige des annonces. Les récentes communications autour de l'hydrogène, si vous regardez un petit peu sur Internet, vous tapez juste hydrogène et vous regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, vous allez tomber sur les articles évoquant Opium, qui était un peu le Tesla de l'hydrogène, on va dire, en tout cas qui était attendu, etc., qui a été placé en redressement judiciaire et qui ensuite a abandonné ses projets de véhicules pour se concentrer sur la pile à combustible. Et aujourd'hui, ces problèmes d'ailleurs ne sont pas encore résolus, ils sont encore en recherche de financement. Vous allez avoir effectivement Safra qui est en redressement judiciaire, Ivia qui est en redressement puis en liquidation judiciaire, ArcelorMittal qui a repoussé son projet d'installation sur le site de Dunkerque, estimant que le marché n'était pas mûr et n'attendait pas finalement d'acier vert comme il l'entendait. Et Airbus qui repousse également son projet à une date définie et encore d'autres acteurs qui sont concernés. Donc tout ça fait un effet boule de neige en fait, qui fait perdre confiance sur le marché de l'hydrogène et qui effrite la demande. Et le deuxième aspect, donc c'est le cercle vicieux aujourd'hui qui paralyse le marché, c'est que d'un côté vous allez avoir les producteurs d'hydrogène qui sont en attente de commandes pour lancer des productions à grande échelle, qui attendent de savoir ce que va être la demande du marché pour pouvoir se placer correctement, que ce soit sur la partie géographique, mais également sur la capacité qu'ils vont devoir installer. Parce qu'en plus, ça nécessite des investissements qui sont très lourds et assez coûteux et longs à développer, et en plus des technologies qui nécessitent encore aujourd'hui des recherches. Et de l'autre côté, vous allez avoir les utilisateurs, l'usage final, qui lui par contre attend une forte baisse des coûts de production pour s'engager sur des quantités d'hydrogène à commander par la suite. Donc on a un problème au niveau des volumes aujourd'hui, entre la production et les usages, où chacun se renvoie un petit peu la balle en disant tant que l'hydrogène est trop cher, moi je n'y vais pas. Et à l'inverse, tant qu'il n'y a pas d'utilisateur final, moi je n'y vais pas non plus. Et donc aujourd'hui on est paralysé avec ce cercle vicieux qui tourne en rond. Pas de questions sur cette partie-là. Je crois que les 45 minutes, je vais les tenir facilement. Je ne sais pas combien de temps j'en suis, mais... J'ai déjà pris 35 minutes. Bon. Je vais vous aider, j'ai une question. Dis-moi. Vous avez montré tout à l'heure le nombre de stations hydrogène. Oui. 69, oui. Ouais. Combien on a de stations classiques en France? 100 fois plus? C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé la question, mais on va dire qu'il y en a partout. C'était pour un peu comparer avec les techniques. La réflexion que je me faisais, je ne sais pas si elle est juste, ou peut-être que quelqu'un dans la salle me dira. Quand on voit les autonomies des véhicules que vous avez mentionnés, alors ce ne sont encore que des véhicules de petite série, etc., on a l'impression, aussi avec tout dans le domaine, qu'ils sont très fortement concurrencés par je dirais, l'autonomie de plus en plus grande des batteries classiques. Est-ce que c'est ça qui... Est-ce que c'est un des éléments qui fait que la filière hydrogène semble un petit peu stagnée en ce moment? Et est-ce qu'il y a une trajectoire qui fait que l'hydrogène reprendra sur ce plan-là un avantage? Voilà, j'ai une question ouverte. C'est un des grands questionnements actuels, c'est qu'on a tendance à mettre en concurrence l'électrique et l'hydrogène.
En mon sens, je pense que c'est une erreur, puisque tout est une question d'utilité, finalement. L'hydrogène va être très intéressant pour des personnes qui font beaucoup de kilomètres et qui ont un besoin de pouvoir recharger rapidement. On pense notamment aux poids lourds, on pense aux commerciaux, etc. Là où l'électrique va être très intéressant sur des personnes qui font des petits cycles en fait, pour aller du travail jusqu'à la maison, etc. Donc, on a tendance à les concurrencer les deux, mais je pense que les deux ont leur place sur le marché, mais avec des utilités différentes, in fine. Et c'est là où le développement il doit être plus intéressant. Il me semble que c'était Maleux que j'avais vu présenter quelque chose comme ça, une sorte de graphique en fait, qui présentait les différents usages de véhicules, avec l'utilité qu'on allait en faire derrière, et tout ce qui était VP notamment était resté sur l'électrique, et plus on allait monter sur des grosses capacités de roulage, et plus on allait passer sur de l'hydrogène, que ce soit en combustion interne ou en pile à combustible. Alors justement, ma dernière question ou remarque, c'est que dans les chiffres que vous avez montrés, celui qui m'a le plus interpellé, c'est, si j'ai bien compris, on vend 600 000 camions d'Europe par an, et il y avait 5, c'est ça, moins de 10 en France. Comment parce qu'on a l'impression que les camions benne à ordures, c'est typiquement ce genre de cas. Je ne comprends pas bien comment on a un si petit niveau hydrogène sur ce segment qui a l'air peut-être, naïvement, le plus intéressant. Je ne sais pas si vous avez J'essaie de trouver... Le micro peut-être Frédéric. Frédéric, j'interviendrai après. Ils me présenteront après, maintenant. Donc, je suis un salarié de l'automobile, je travaille chez GTEC, mais en fait, c'est eux qui payent mon salaire et je travaille beaucoup pour la fédération CFE-CGC et je suis en charge de l'automobile. Et notamment, je représente la fédération CFE-CGC et la confédération Comité stratégique de filière automobile. Pour répondre un peu à la question, c'est l'hydrogène sur les poids lourds, sur les camions. Ça fonctionnerait très bien en France et en Allemagne, mais comme ils ne s'arrêtent pas qu'en France et en Allemagne, et qu'il faut qu'ils aillent en Espagne, souvent au Portugal et souvent au Maroc, et comment je les rechargerais? Donc la difficulté, elle est sur l'harmonisation d'une politique au moins européenne, voire un peu plus vaste pour pouvoir développer. Mais je pense qu'on pourra y revenir un petit peu après. Sur les 69 stations, oui. Les 69 stations, on va dire, public, ou est-ce qu'on prend en compte, je ne sais pas, un entrepreneur qui développerait dans son entité, son dépôt, une station parce qu'il a 20 camions qui pourraient tourner à l'hydrogène. Parce qu'on pourrait avoir 0 station publique d'hydrogène, mais avoir une flotte importante de camions hydrogène. Là, en tout cas, dans la recherche que j'avais faite, j'avais pris en compte uniquement les stations publiques, donc accessibles par n'importe qui. C'est les stations de bus, en fait, on a commencé dans la mobilité lourde, c'est-à-dire si on ne peut pas recharger partout où on va avec un bus, une benne à ordures, un bus, pardon, ça a l'avantage de tourner en rond dans son périmètre connu. Et en plus, ça a un haut taux de service, donc une station, elle a rentabilisé à terme. Et en fait, les 64 stations, à quelques exceptions, sont des stations qui sont des stations portées souvent sur des agglomérations avec les véhicules bus, bennes à ordures. Et bien entendu, on ne se prive pas de les laisser ouvertes. Alors, plus ou moins, parce que le bus est toujours prioritaire, mais si vous avez une muraille et vous voulez la recharger, vous pouvez toujours téléphoner, puis j'arrive. Voilà. Aujourd'hui, la filière hydrogène, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête pour commencer, c'est qu'elle ne se résume pas à l'automobile. Et c'est un enjeu beaucoup plus important de souveraineté énergétique, de décarbonation. Et ce qui se passe, et les chiffres que vous avez vus là sont essentiellement des chiffres, il y en a d'autres, hein, mais c'est des chiffres en France. J'interviens tout à l'heure, je donne des chiffres, ce qui se passe à l'extérieur. Nathalie Locke, pour les personnes qui ne la connaissent pas, est chargée de la filière hydrogène à l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté, et elle a suivi depuis 18 ans la filière hydrogène. On va commencer par la recherche et on commence par la voir entrer dans le monde industriel. Et dire qu'il n'y a pas beaucoup de stations, c'est logique, on commence. C'est une structuration complète d'une filière énergétique. À la fois la production, décarbonée, bien entendu. La production, la distribution, le stockage, on est en train de faire maturer les technologies et on est en train de choisir aussi des technologies par rapport à d'autres, ça foisonne. Donc c'est un peu comme si
on s'attendait en quelques années à construire complètement à la fois toutes les infrastructures, tous les sites de production, tous les usages avec des technologies matures. Ça a commencé réellement à entrer dans les stratégies des États en 2020, il y a 5 ans même pas. Donc voilà, c'est pour redonner un peu la réalité de ce qu'est cette filière. Par contre, on va en parler aussi, c'est des opportunités, il y en a pour la filière automobile, pour le reste aussi. Une question avant que notre cher Quentin... Oui, une question. Vous avez évoqué le coût des véhicules qui, me semble-t-il, est un peu rédhibitoire parce que c'est beaucoup plus élevé que les véhicules thermiques ou électriques. Oui. Qu'en est-il de la recharge et du coût au kilomètre? Par rapport à un véhicule thermique, de mémoire, c'est à peu près le même coût. On est sur 15 € le kilo aujourd'hui. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, Nathalie, mais... C'est-à-dire que ça dépend si on utilise dans la mobilité ou si on utilise dans l'industrie. Oui. Dans la mobilité, on dit par exemple pour une voiture, 1 kg d'hydrogène, parce qu'on parle en kilos, ça fait 100 km. Et à partir du moment où elle a 8-10 € du kilo, qu'on en embarque 5 kg, on revient, alors évidemment, ça fait comme ça, mais on revient au coût à peu près équivalent. Néanmoins, je pense qu'il faut raisonner aussi coût de possession, pas seulement coût d'équivalence. Une voiture à hydrogène, alors c'est peut-être pas une chose facile à entendre, mais il y a beaucoup moins, comme une voiture à batterie d'ailleurs, de pièces, et donc il y a beaucoup moins de sources de problèmes techniques. Sur de la pile à combustible. Là, on ne parle pas de combustion interne. Oui, une petite remarque. Ça date de 2023. La télévision suisse romande m'invite à participer à un clip de 2 minutes. On va à la concession Toyota de Delemont. On prend livraison d'une Mirai. On va à Zurich. On tombe sur une station hydrogène. De là, on va à Genève. On tombe sur une station hydrogène. Et on rentre à Delemont. Le clip dure 2 minutes. Donc je présente ce clip vidéo à l'ensemble de mes amis chefs d'entreprise. Une Mirai, moi j'étais venu avec ma 508 PSE à X milliers d'euros. Là, on a une Mirai à 70 000. Je l'ai pilotée. Punaise, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein. Enfin, c'est pareil. Enfin, bon, j'ai l'habitude de rouler 50 000 km par an. C'est un super véhicule. Je présente cette vidéo à un certain nombre de mes amis chefs d'entreprise. Ils me disent, avril 2023, ah, ça existe. Donc je pense que dans la mentalité et dans l'utilisation d'un véhicule, il y a encore toute une information de communication à fournir. Ça existe depuis les années 2000. C'est pas... Pour dire aussi un postulat qui est important, l'automobile, la voiture individuelle, la cible, c'est pas la cible prioritaire. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. La mobilité lourde, la mobilité intensive, ça peut être des taxis, par exemple à Paris, vous avez maintenant une vingtaine de stations, je crois, et puis 1000 taxis. 1000 taxis. Et ça marche, c'est Hype, c'est Isetco, et ça, et il marche, hein. Et comme une voiture, ça marche, il y a de la place dans le coffre et tout. Après, en termes de rentabilité énergétique, entre j'ai de l'électricité, je fais de l'hydrogène, je la compresse, je refais de l'électricité. Je perds les 3/4 de... On perd les 3/4, oui, effectivement. Oui. Donc là, on est équivalent hors taxe. Il n'y a pas de taxe sur l'hydrogène, si? Pas encore. Oui. Donc on est équivalent, on est... Je pense que ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Je pense. Vous avez raison de poser la question, mais il faut se rendre compte, il faut regarder toute la chaîne de valeur de production d'énergie. Parce que si vous prenez un moteur thermique classique, par rapport à l'énergie embarquée dans 1 litre de pétrole, vous en perdez la moitié, voire plus de la moitié, en énergie thermique. C'est une chaudière. Donc, on ne peut pas non plus dire, ben voilà, c'est... Effectivement. Par contre aussi, il y a le fait d'où vient cette énergie et combien ce carburant et comment il a été fabriqué, qu'est-ce qu'il a consommé comme énergie. Donc, les bilans énergétiques, ils ne s'arrêtent pas au moment où on le met dans le réservoir. Et puis après, il faut savoir, alors on peut avoir les moteurs thermiques à hydrogène, et on peut avoir les piles à combustible. Les piles à combustible ont un rendement aujourd'hui de 60% de restitution, à peu près, hein, ça dépend
différentes technologies, 50%, allez, on va dire, c'est en progression, c'est des technologies qui s'affinent. Et ce que je voulais dire également, et j'ai oublié, mais ça va me revenir plus tard. Là, c'est bien pour comparer ce qu'il y avait entre une batterie, on va dire une voiture électrique, batterie qui elle va avoir un rendement de 80-90%, et une hydrogène qui va être à 25%. Sauf qu'on n'embarque pas la même quantité d'énergie. Une batterie aujourd'hui... Pour un véhicule, un véhicule utilitaire. En tout cas, il n'y a pas une concurrence batterie-hydrogène, c'est vraiment les cas d'usage. Je vous donne un exemple que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Pour moi, dans le départ, et pourtant je suis hydrogène, un bus 12 mètres articulé, il faut mettre de l'hydrogène. C'était un peu ce qu'on... Et on me dit, mais non, c'est plus subtil que ça. Vous êtes à Paris sur des terrains plats avec un certain nombre de bus, il y a des villes qui ne sont pas en charge toute la journée en termes d'utilisation, vous pouvez mettre de la batterie. Mais si vous voulez mettre les mêmes bus au hasard, allez, dans une ville, je ne vais pas donner le nom de ville, mais il y a des montagnes, il fait froid, il fait chaud, il y a un taux d'usage intensif, essayez de mettre une batterie. Par exemple, il y a un parallèle qui se fait en discutant avec Chronotrucks, des camions. Il faut, pour faire ces 800 km, c'est la tournée du camion, 15 tonnes de batterie contre 4 tonnes d'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui voulaient monter sur les 44 tonnes, sur les GCT, pour pouvoir embarquer de la batterie. Bon, à un moment donné, si on déplace plus de... Pour l'utilitaire, ça a un intérêt, mais pour le véhicule particulier, je dois l'avoir. Pour le véhicule particulier, c'est la même chose. On a le même raisonnement pour le véhicule particulier. Aujourd'hui, tout le monde veut pouvoir faire 1000 km sans s'arrêter et balancer 3 tonnes sur la route alors qu'il est tout seul au volant. Il y a quand même aussi, il faut regarder ça de la même façon. On s'interroge sur notre mobilité quand même. Après, il y a encore un autre truc, mais ça, je ne suis pas sûr. La perte du stockage dans un réservoir pour une voiture. Il n'y en a pas. Moi, j'ai entendu 1 à 6% par jour et 60% sur un mois. Sur l'hydrogène ou sur... Oui, sur l'hydrogène. Non, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte du tout. Non, il ne faut pas qu'il y ait de fuite, justement. On va demander aux spécialistes de Fourvière c'est dans le réservoir. Il y a une perte. On peut avoir un problème technique, c'est pour ça qu'il y a des sécurités, dans les toits soufflants, etc. C'est la perméation. Alors, je sais bien. Paul, j'avais calculé à 6% sur 12 mois. Combien 6% sur un mois? On avait calculé 6% sur 12 mois à peu près. Sur un véhicule? Sur un réservoir gazeux, par perméation, il y a une légère perte. Donc c'est pas liquide, c'est gazeux, c'est ça? Quand on est sur des technologies gazeuses, la technologie liquide, c'est une perte. Parce que le liquide va bouillir. Ouais. Voilà. Ça, on est plus gazeux sur les... Le liquide, c'est une autre histoire. Parce que sur les liquides, moi je parlais des liquides, alors je ne savais pas si on était liquide ou gazeux sur les véhicules. La plupart sont entre 350 et 700 watts. Et donc c'est gazeux. D'accord. Après, sur les camions, ils commencent à envisager de mettre du liquide. Et là, effectivement, il faut pouvoir rouler dès qu'on appelle plein. Sinon... On est d'accord. Ok, bah, c'est ça la différence. Merci. Quentin? Déjà? Mince, c'est déjà dépassé. Ok, il faut que je m'arrête tout de suite. Je vais essayer d'aller vite alors. Non, sur les dernières pages, donc c'était plutôt sur la partie internationale de l'hydrogène pour faire un petit point. Donc là, c'était une cartographie que je trouvais assez intéressante qui anticipait les futures productions d'hydrogène vert. Alors attention, à moins d'1,50 $ le kilo. Et donc c'est pour ça que l'Europe apparaît en tout petit, en fait, c'est parce que dans ces prévisions-là, en tout cas, c'était majoritairement orienté sur tout le continent africain et sur l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Donc si on fait un état des lieux des différents projets qu'il y a aujourd'hui, des différentes stratégies, donc, aux États-Unis, il y a effectivement une stratégie qui a été développée sur l'hydrogène, qui est quand même remise en question depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, parce qu'il a gelé un certain nombre de projets déjà. Donc ça, on ne sait pas prédire aujourd'hui l'avenir de cette stratégie chez eux. Au niveau du Chili, il y a une stratégie également pour développer la filière, qui pose aussi question. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité il n'y a pas très longtemps, mais ils sont en train de développer... toute une filière sur un terrain qui est utilisé aujourd'hui pour regarder les étoiles, qui est le ciel le plus pur du monde. Et du coup, il y a un conflit aujourd'hui
avec cette structure qui pourrait finalement polluer la visibilité aujourd'hui des différents astronomes. Au niveau du continent africain, il n'y a pas de stratégie identifiée aujourd'hui, mais il y a des capacités fortes, puisqu'on parle beaucoup du Maroc pour produire de l'hydrogène vert. En Australie, il y a effectivement des budgets qui sont alloués pour développer la filière, mais il y a quand même des questionnements, puisque dernièrement, il y a une remise en cause d'un des projets, notamment parce que le coût est devenu trop important, et donc le Queensland a décidé de ne plus suivre le projet. La Corée du Sud, c'est un des pays les pionniers sur l'hydrogène, hein, c'est même les plus connus sur ce secteur-là. Et donc en Europe, il y a aussi de nombreuses stratégies qui sont déjà lancées. Je fais juste un petit bémol par rapport à l'Allemagne, puisque là, il y a un nouveau chancelier qui a été élu hier, il me semble. Dimanche, pardon, qui, de ce que je sais, en tout cas de ce que j'avais vu, n'était pas très enthousiaste par rapport à l'hydrogène, notamment pour la production d'acier vert. En tout cas, il n'y croit pas, ou peu. Donc ça pourrait remettre en question potentiellement la stratégie initiale de l'Allemagne sur ce sujet. Tout ça par électrolyse à chaque fois, oui. Et après, il y a le Chili qui envisage pour le transport la transformation en ammoniac pour le transporter par bateau ensuite. Je vous parlais du Maroc. Il y a une étude assez intéressante qui a été publiée par l'ADEME en 2024 sur le coût de production de l'hydrogène, avec des projections en 2030 et en 2050, et une comparaison entre la France, l'importation depuis le Maroc et l'importation depuis le Chili. Et c'est assez frustrant de voir qu'en 2030, la France reste compétitive sur le coût de production de l'hydrogène, puisque les capex sont trop importants dans les pays étrangers pour devenir intéressants, en tout cas sur l'importation. En France, on serait entre 3 et 5 euros le kilo en électrolyse de l'eau, et au Maroc, c'est estimé à 4,3 à 5 euros le kilo. Donc la France reste compétitive. Par contre, à l'horizon 2050, la tendance s'inverse, puisque le coût des OPEX en France serait supérieur au coût des CAPEX qui ont été initialement mis à l'étranger. Et donc là, l'importation depuis le Maroc, ou voire même depuis le Chili, pourrait être intéressante. Sauf si, et il y a des recommandations quand même dans cette étude, et c'est là où c'est intéressant, sauf si on fige le prix de l'électricité pour les industriels, pour qu'il ne dépasse pas les 50 euros du mégawattheure. Après, il faudrait même qu'il soit en dessous, puisque aujourd'hui les industriels demandent de l'hydrogène à 2 euros le kilo. Et là, on parle d'hydrogène à 4 euros le kilo, à 3-4 euros le kilo. Et le deuxième vecteur qui pourrait faire en sorte que la France reste compétitive, c'est le fait d'avoir une flexibilité dans la production de l'hydrogène pour produire majoritairement quand le coût de l'électricité est bas, et ensuite faire du stockage d'hydrogène qui peut se faire dans des cavités salines, mais où la France n'est pas hyper pourvue en cavités salines, et donc elle devrait s'allier avec d'autres pays, et notamment l'Allemagne, pour pouvoir mettre en commun ces différents lieux de stockage, pour pouvoir avoir effectivement un coût de l'hydrogène faible, mais qui pose question quand même. On voit bien qu'aujourd'hui, les pays entre eux ne s'entendent pas forcément très bien sur des sujets comme ça, et ont une volonté d'être chacun autonome et prioritaire sur différents marchés. Donc ça pose quand même question sur ce devenir. Oui, ça va être le sujet sur ma conclusion. Oui. Oui. C'est une des problématiques aujourd'hui, oui. Études possibles. Alors, il y a des pays comme le Maroc qui n'ont absolument pas de pétrole aujourd'hui et qui vont essayer de se positionner sur les nouveaux marchés de l'énergie en produisant de l'hydrogène. D'ailleurs, pour info, la France a signé un accord cadre avec le Maroc pour importer de l'hydrogène. Ça, c'était un peu la course à l'échalote de chaque chancelier ou président, d'aller signer qui en Suède, qui en Algérie, etc. Sans négociation concertée de prix d'achat de cet hydrogène, ça c'est là.
Donc aujourd'hui, le Maroc, comme d'ailleurs tout pays comme l'Algérie, ils ont des surfaces qu'on n'a pas pour à la fois peut-être de l'éolien, mais surtout du photovoltaïque, et qui ne sont pas des surfaces cultivées ou cultivables. On pense au désert. Et puis après, il faut de l'eau. Et de l'eau, on en trouve dans la mer en désalinisant. Alors après, il faut contrôler comment on rejette les saumures, etc. Mais voilà, la réalité, c'est que vous avez ce type de projet. Vous avez des pays comme les Émirats arabes unis qui se mettent à fond sur l'hydrogène, qui vont à fond. Alors que du pétrole, ils en ont à gogo. Et puis je reviens sur les États-Unis. J'ai suivi il n'y a pas longtemps un stage hydrogène aux USA. Devinez, alors rendez-vous sous Trump, qui va produire le plus d'hydrogène, quel est l'État 51 États de Texas. Voilà. Donc, entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut regarder je voulais corriger par rapport à tout à l'heure, vous avez dit 10 gigawatts. Alors la première site, c'était 6,5 gigawatts d'électrolyse à 2030. C'est tout du décarboné. Et c'était augmenté à 10 et apparemment aujourd'hui dans les engagements et les projets financés, on est à peine à 5. Si on va vraiment, voilà. Donc on voit qu'il y a eu un retrait, un recul des porteurs de projets de production ou d'usage de l'hydrogène. Sur la carte que vous avez montrée, qui est une carte France Hydrogène, en fait, vous avez des grosses par exemple sur Hauts-de-France avec Dunkerque, où il y avait ArcelorMittal. Effectivement, aujourd'hui, il y a un retrait de projets sur la dynamique acier vert. Alors, ce n'est pas forcément lié à l'hydrogène. Si vous écoutez des discours, les taxes qu'on veut nous mettre sur l'acier pour les États-Unis. Il y a plusieurs excuses, oui, effectivement. Voilà, donc après, quand on prend une baffe sur la partie taxe, on se pose peut-être un peu moins la question de dire, on va déjà essayer de survivre. Et ben c'est pour ça qu'ils ont investi d'ailleurs aux États-Unis juste après avoir annulé ce projet-là. Ouais. C'est un vrai questionnement. Je vois qu'il faut que j'arrête tout de suite. Alors, je fais juste 3 points, donc je vais passer la partie du haut. Effectivement, quid de l'impact écologique? Frédéric a amorcé la question. Effectivement, pour produire de l'hydrogène via l'électrolyse, il faut compter 500 tonnes d'eau pure pour produire 50 tonnes d'hydrogène aujourd'hui. Sur la dernière conférence que j'ai suivie, il faisait état des lieux pour un objectif mondial à 2050. Pour répondre à l'objectif mondial, il faudrait 12 000 milliards de mètres cubes par an d'eau et 7 000 gigawatts d'électricité. Si, comme moi, vous avez du mal à imaginer ce que ça représente, c'est 4 millions de piscines olympiques et 19 fois la capacité de production en énergie nucléaire dans le monde. En énergie nucléaire, hein. Sinon c'est 80% de tout ce qu'on produit comme énergie dans le monde chaque année. Donc c'est effectivement en plein questionnement sur le stress hydrique, ça pose quand même des questions sur le devenir de la filière via l'électrolyse en tout cas. C'est ce qui a été présenté à Stuttgart il y a quelques mois de ça. Ouais. Sur ces 20 litres, il y a 10 litres, on va dire, qui servent juste à la purification et donc qui retournent immédiatement de là où il vient. Donc en fait, c'est 10 litres pour 1 kilo. Donc là, 500, il y a un rapport de 1 à 10. Je reposerai la question au septième, mais... Sur les 50, 500. La question, c'est est-ce que sur les 500 tonnes, il n'y en a pas 250 qui reviennent? Non, c'est bon. L'erreur est juste. D'accord. Une molécule d'eau, il y a H2 et il y a O. Et du coup, en fait, l'hydrogène est très léger. Donc, en fait, dans H2O, en fait, la fraction massive de l'hydrogène est minoritaire. Donc, voilà. On a beaucoup de masse d'eau pour récupérer pas beaucoup d'hydrogène. Effectivement. Le ratio 10. Il y a aussi de l'eau. Et sur les 2 derniers points, donc très rapidement, qu'on voulait quand même un peu mettre en avant chez Secafi, en tout cas sur notre posture et notre vision des choses, c'est qu'on voit en tout cas qu'il y a un manque de ligne directrice, un manque de cadre sur les différents projets qui ont été lancés, sur les stratégies nationales, etc., où en fait on n'a pas fléché suffisamment ce qu'on voulait faire comme stratégie avec un usage spécifique ou plusieurs usages en tout cas.
Et on a un peu dilué les ressources en voulant mettre de l'argent un petit peu partout finalement sur toute la filière. Et notamment effectivement le fait de ne pas avoir d'usage final prédéfini. On parle effectivement de la mobilité aujourd'hui, mais c'est très utile aussi sur tout ce qui est chimie, sur tout ce qui est raffinerie pétrolière et sur la métallurgie. Donc il y a d'autres usages pour l'hydrogène et ça pose aussi question. Et le problème d'avoir étendu ce panel-là, ça réduit aussi la capacité. Et ce qu'on pointe également, c'est qu'on voit quand même un manque d'engagement des acteurs qui veulent décarboner, qui communiquent sur la décarbonation, mais qui aujourd'hui sont en train de se retirer parce qu'ils estiment ne plus être assez accompagnés par le public et que ce n'est pas assez intéressant pour eux. Et ça pose quand même question. Aujourd'hui, si on veut être innovant, être le premier sur le marché, il faut aussi savoir prendre des risques et faire des sacrifices. Et aujourd'hui, on est plus sur une posture attentiste où on veut de l'accompagnement et de l'aide et pas forcément prendre le risque d'aller sur un nouveau marché et de faire nous-mêmes ce nouvel écosystème. Tac. Non, c'est un peu une redite, donc il n'y a pas de souci. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère avoir été suffisamment clair et que ça vous aura intéressé. Je repasse le micro. Merci à tous en tout cas.